L'ancien royaume de Navarre s'étendait jusqu'ici. L'Ultrapuertos, en espagnol Outreport, c'est-à-dire au-delà des montagnes. Ainsi se nommait la Basse Navarre, où dominent les couleurs du Pays basque, vert, rouge et blanc. Au pied du col de Roncevaux, le village fut une étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, un lieu de séjour prisé des rois, un enjeu défensif et une place commerçante. La construction du village a débuté au XIIe siècle. Et ici, c'est la porte d'Espagne. Elle donne sur une très très belle voie médiévale qui traverse le village et qui est le prolongement naturel de la route qui vient des Pyrénées. Les remparts, eux, ils sont un tout petit peu plus récents. Ils cernent totalement le village et ils datent du XIIIe siècle. Et depuis cette époque, eh bien, Saint-Jean-Pied-de-Port est devenu le point de passage incontournable entre l'Espagne qui se trouve de l'autre côté des Pyrénées et la France qui est droit devant nous. Alain Zoaznabar organise pour la mairie des projets de coopération et d'échange entre les deux zones frontalières des Pyrénées. Il connaît bien l'histoire des lieux. Quand on se promène dans le village, si on sait où regarder, on arrive à connaître l'histoire de l'endroit. Donc là, je vais me servir de tes yeux, si tu veux bien, pour essayer de décrypter ce qu'il y a autour de nous et comprendre Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc ici, en fait, on retrouve un petit peu, c'est une constante au Pays basque, on retrouve souvent des linteaux qui couronnent les portes d'entrée des maisons. Et donc dans ces linteaux, on peut retrouver le nom des habitants à cette époque-là, une date, qui est souvent la date de construction ou de rénovation de la maison, et des fois le métier de l'habitant. Là, on a un bel exemple en l'occurrence. Ce qui est le cas dans cette maison, donc c'est la maison d'un certain Pierre Caminondo, qui en 1756 était notaire royal. Et celui-ci, il est assez récent parce que avant, les maisons étaient en bois et beaucoup ont été détruites ici. Voilà, c'est-à-dire les incendies, c'était le premier fléau à l'époque médiévale, d'autant plus que les maisons étaient jointives, donc les incendies pouvaient ravager en fait toute la ville. Dès qu'il y en avait une, commençait à brûler, c'est toute la rue. Toute la rue en fait qui pouvait brûler. Qu'est-ce qui a fait la richesse du village ici? C'était quoi l'activité économique dominante? Donc ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, et plus principalement dans le quartier de la rue d'Espagne, c'était souvent un artisanat, un commerce de proximité. Et c'était un artisanat, un commerce qui était surtout lié à la fonction de ville-étape de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'artisans et commerçants qui sont venus s'installer à Saint-Jean-Pied-de-Port pour justement pouvoir tirer profit de ce trafic. De tous ces chalands qui passaient ici. Voilà, donc au moins ici, ils pouvaient faire des affaires puisque vous aviez quand même un trafic assez incessant par la rue d'Espagne. Entre la France et l'Espagne. Plus on avance dans le village, plus on remonte chronologiquement dans le temps. Oui, voilà, parce que là, en fait, on va rentrer dans un autre quartier, qui est le quartier de la rue d'Astadel, et qui a été fondé en fait à la fin du XIIe siècle. On était à quartier de la rue d'Espagne, là maintenant, on va se trouver au quartier de la rue de la Citadelle. Juste avec l'église qui est là. Voilà, l'église qui est en fait dédiée à Notre-Dame. Et donc au-dessus de la porte de Notre-Dame, tu vois, donc il y a des volets qui sont fermés. Et en fait, c'était le logement de la Benoîte. Qui était la Benoîte? Et la Benoîte, en fait, était une laïque qui était chargée d'entretenir l'église. Et donc, elle avait ce logement ici pour être au plus près, en fait, de l'église, puisqu'elle faisait quand même beaucoup de va-et-vient entre l'église et son logement. Donc, ces appartements jouxtaient jouxter l'église, et ça servait aussi en fait de couloir de communication entre l'hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques qui était juste là et les tribunes de l'église. Les volets sont fermés, elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà, la Benoîte maintenant, disant qu'elle fait plus partie de la société basque puisque la dernière a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Ses connaissances historiques, Alain les doit beaucoup à Lucien Urnic. Cet ancien chirurgien a su lui faire partager sa passion et Alain a peu à peu pris la relève. Bonjour docteur. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Bien, merci, vous aussi.
Très très bien, oui. On est sur les remparts de la vieille ville. Oui, C'est un point historique de Saint-Jean-Pied-de-Port, ici. bien sûr, parce que vous êtes sur les remparts qui sont les remparts primitifs de la ville du XIIIe siècle et qui ont été modifiés là où nous sommes sur le chemin de ronde par Vauban sous le siècle Louis XIV. Quelques siècles plus tard, du coup. Oui. Et l'histoire même de Saint-Jean-Pied-de-Port, elle est assez récente, en fait, puisque cette cité, elle a été construite après qu'on ait détruit une autre ville. Une autre ville qui était plus ancienne et qui était Saint-Jean-le-Vieux, qui avait été rasée par Richard Cœur de Lion, qui était venu se venger et rétablir l'ordre contre les Basques qui maltraitaient les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Et à ce moment-là, le roi d'Espagne a décidé de construire une bastide vraiment au pied des cols, et c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. D'où son nom, pied de port. Alors qu'on n'est pas à proximité de la mer. Et le mot portus, latin, est traduit par porte, l'endroit par où on passe. La ville change de royaume en 1620, lorsque Louis XIII prononce le rattachement de la Basse-Navarre au royaume de France. Jusqu'en 1790, les rois seront ainsi désignés rois de France et de Navarre. Des maisons fortifiées sont érigées pour protéger la route vers l'Espagne. Une seule est encore debout. Avant d'être la maison de Lucien, elle a appartenu à la famille Larrea, qui défendait le verrou frontalier. Ça a toujours été ce qu'on appelle des gueux, c'est-à-dire des nobles pauvres, parce que leur fonction de gardien leur coûtait fort cher, et à entretenir des hommes armés. L'histoire de la maison, ça explique sa physionomie. C'est à la fois une place d'habitation, mais en même temps une place fortifiée. Place forte, et quand on la regarde d'en haut, on s'aperçoit du rôle des deux tours d'angle qui datent du XIIIe siècle. La maison n'a pas subi les incendies de guerre de religion. Les Larrea s'étant convertis tantôt au protestantisme et tantôt au catholicisme pour conserver leurs biens en bon état. Dès qu'on franchit la porte de chez vous, on voit, ne serait-ce qu'à la porte et à la serrure, qu'on est dans une autre époque. Oui. C'est un autre temps, ça. Oui. Comment ça marche? Et dites-vous bien que ça rentre dans le mur, par conséquent, les pierres de maçonnerie ont été taillées avant d'être montées en fonction de la fermeture. Il y a un travail de préparation là, architecturale qui est Et extraordinaire. regardez les charnières qui sont d'époque, eh bien, elles sont dans des alvéoles aussi de pierre, et elles sont scellées au plomb. Et quand vous perdez la clé de chez vous, faites comment pour aller? Bon, nous entrons dans le vif du sujet de la maison, c'est-à-dire la salle d'armes. Vous avez combien de hauteur sous plafond là? 10 mètres. Ah oui. Ça correspond à un type de maison de défense et qui s'appelait en Navarre les Casa Torre. Vous dites que c'était une salle d'armes. Quelle était la vie dans cette pièce? Eh bien, c'était la vie très rustique de soldats. Ils ne restaient pas tout le temps ici. Ils étaient rassemblés quand un danger se présentait ou une difficulté sur l'école. Et à ce moment-là, le seigneur ramenait des troupes, mais de paysans. Ils pouvaient dormir sur la paille par terre. Nous entrons dans une tour de défense, comme vous voyez, avec une meurtrière à canon, car la route passait tout contre la maison. Comment on peut expliquer l'importance stratégique de cette route? Charlemagne est passé par là. Napoléon, à la retraite d'Espagne, est passé par là, puisqu'on a appelé cette route, à un moment donné, la route de l'artillerie. Parce que l'artillerie de Napoléon, rapatriée d'Espagne, est passée, c'était le seul endroit par où elle pouvait passer. La sécurité à la frontière pyrénéenne est essentielle. Henri IV, puis son successeur, Louis XIII, vont fortifier Saint-Jean. Le château du Moyen-Âge fait place à une citadelle où je retrouve Alain. On entre? Oui, on entre par la porte royale. Qui est dû à notre rang, évidemment. Premier vestige. Donc ici, tu as le puits de la citadelle, exactement au même emplacement que le puits à l'époque du château des rois de Navarre. Avant 1830, à la place de cette grande roue, vous aviez une roue à bois, donc qui fonctionnait un petit peu comme une cage hamster.
C'est-à-dire que vous aviez un soldat qui était à l'intérieur de la roue et qui était chargé de lever les seaux pour alimenter en eau toute la garnison de la citadelle qui était quand même de 600 hommes au XVIIIe siècle. Donc ils pédalaient toute la journée dans la tour? Donc les soldats en fait se relayaient puisqu'il fallait à peu près 6 heures de manœuvre par jour pour alimenter en eau toute la garnison de la citadelle. Donc d'autant plus que quand même la profondeur de ce puits est d'une 40aine de mètres et qu'il fallait 3 minutes pour lever un seul seau. Sacrée journée. Voilà, donc ça représentait quand même une grande journée, c'est pour ça que les soldats devaient en fait s'enchaîner toute la journée. Donc ici à la citadelle, la garnison avait vraiment tous les éléments à disposition pour pouvoir résister à un éventuel siège. Donc on pouvait vivre presque en autarcie. Voilà, c'était un petit peu comme une petite ville dans la ville. Les fours à pain, la citerne, pour justement pouvoir résister à un éventuel siège. Vauban entreprend en 1685 de rénover la place d'Armes. Le donjon central du Moyen-Âge est alors détruit. Ce territoire si bien gardé, zone frontalière et d'échange, a été le témoin de nombreux faits d'armes, dont un qui est resté légendaire. Dans la région, on parle beaucoup de Roland de Roncevaux. Donc Roland et l'épisode de Roncevaux, c'est justement lié à un épisode donc, de l'armée carolingienne. Au 8e siècle, lors de son retour de Saragosse, il est passé par le défilé de Roncevaux. Et donc son armée, qui était vraiment très très longue, était en fait dispersée le long de ce défilé de Roncevaux, qui était quand même assez étroit. Et donc l'arrière-garde en fait de l'armée carolingienne a été attaquée par des Basques. Et Roland, qui ne voulait pas se rendre, qui voulait surtout pas rendre son épée, a décidé de casser son épée. Et en fait, il a percuté contre un rocher. Et en fait, ce n'est pas l'épée qui a cédé, c'est le rocher qui a cédé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on passe de l'histoire à la légende. À partir de là, on passe de l'histoire à la légende. Et ça s'est passé pas très loin d'ici, en fait. Non, ça s'est passé pas très très loin d'ici. Pour trouver le lieu supposé de la bataille de Roncevaux, il faut monter à 1057 mètres d'altitude. Je rejoins le principal passage de la chaîne pyrénéenne, dans son extrémité occidentale, du côté espagnol. Une stèle solitaire rappelle le 15 août 778. Rien ne marque la frontière entre l'Espagne et la France. Et les potocs, qui semblent tout droit sortis des peintures rupestres de leurs lointains ancêtres, se déplacent ici en toute liberté. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est juste là-bas, dans la vallée. Et évidemment, c'est la porte d'entrée incontournable quand on arrive en France. Mais dès qu'on prend un petit peu d'altitude, on est à quelques centaines de mètres du village, dans les Pyrénées, au milieu des animaux, en pleine liberté.